Bonjour à tous. Effectivement, avançons un petit peu, Bénédicte. Effectivement, une magnifique table ronde avec les plus grandes maisons du comité Colbert, réunies grâce à toutes les équipes du comité Colbert, qui a choisi d'être partenaire, effectivement, pour la première fois cette année, de l'événement 1.618. Pourquoi avoir choisi d'être partenaire? Et pardon, je vais être un peu poil à gratter. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi seulement aujourd'hui? Alors pourquoi bien clairement, mais je pense que ça va être dit tout à l'heure, les choses se sont quand même très nettement accélérées depuis 2-3 ans dans toutes nos maisons. Le comité Colbert a été partenaire l'année dernière de l'Université de la Terre au mois de novembre. Et je pense que ça a été le déclic pour toutes nos maisons. Alors un mot très bref pour rappeler ceux qui ne le sauraient pas ce qu'est le comité Colbert. C'est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général qui a été créée en 1954 à l'initiative de Jean-Jacques Guerlain. Alors il n'y avait pas, effectivement, dans l'idée de départ, il n'y avait pas le développement durable. Le développement durable est venu bien plus tard. L'idée de départ, c'était faire rayonner ces savoir-faire à l'international, les faire rayonner collectivement, faire rayonner cette image du luxe français, et puis les préserver, les transmettre. Donc ça, c'était l'idée de départ. Et effectivement, depuis maintenant 4 ans, nous avons une commission dédiée à ces sujets, qui s'est saisie de ces sujets, et dans toutes nos maisons ont éclos ces magnifiques postes sur le développement durable, parfois de manière très ancienne pour certaines maisons. Et en novembre dernier, on a décidé d'être partenaire de l'Université de la Terre. Voilà, pour montrer que, sans doute, au sein de nos maisons, le moment aussi était venu de prendre la parole sur ces sujets. Il y a toujours, vous savez, dans le luxe, cette idée de dire on prend la parole quand tout est parfait, et avant on ne dit rien. Et donc là, on voit très bien que le moment est maintenant venu, et vous le voyez parce qu'il y a des événements sur le développement durable un peu partout dans lequel vous voyez nos maisons. Et nous avons, au sein du comité Colbert, publié un premier rapport RSE en 2021, que nous avions envoyé à nos parties prenantes, que vous trouvez en open source sur notre site internet, puis un deuxième rapport au moment de l'Université de la Terre, auquel nous avions décidé de donner une plus grande ampleur, donc on l'a publié en supplément des Échos, du quotidien Les Échos, ce qui fait qu'il avait tout d'un coup une diffusion beaucoup plus large. Et donc voilà, et donc 1.618 est venu très naturellement après dans la foulée en se disant continuons sur cette lancée, on a des choses à dire, et si vous vous promenez dans le salon, si ce n'est déjà fait, vous verrez qu'on a un petit stand sur lequel nous présentons quelques produits issus de cette réflexion sustainable dans nos maisons, qui soient éco-conçus ou qui soient recyclables. Enfin, voilà, vous avez des choses plus connues, comme par exemple l'aiguille seconde peau de Ruinart, qui est quand même aujourd'hui très connue, mais vous avez par exemple une matière dernière chez Boucheron qui s'appelle la cophalite, qui est un déchet industriel qui est aujourd'hui traité comme une matière joaillère pour faire des bijoux. Vous avez des petits flacons de Christian Dior qui sont aujourd'hui, que l'on peut ramener en magasin et re-remplir. Enfin, voilà, vous avez des tissus évidemment de chez Chloé, mais je pense que Laure en parlera tout à l'heure, un petit ensemble de chez Chloé qui est on en est très fiers, la première marque Bicorp du luxe. Donc voilà, beaucoup d'initiatives, et vous trouverez sur notre stand le petit livret qui raconte comment, effectivement, vous avez tous les produits qui sont présentés, comment le luxe se réinvente, et se réinvente sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Et c'est ce qu'on va raconter aussi durant cette table ronde. Bénédicte, tu as donné un mot important, c'est open source. Et je crois qu'aussi, si vous êtes tous là aujourd'hui, si on a tant de maisons qui acceptent de partager, c'est aussi ça le développement durable, c'est que nous avons besoin d'avoir toutes les forces de tout le monde pour avancer. Absolument. Et au comité Colbert, on est très habitué à être entre nous en open source, à partager les best practices de toutes nos maisons. Donc c'est ce qui nous anime depuis 1954. Merci beaucoup. Une dernière petite présentation quand même, alors connaissance des arts. Vous l'avez aussi dans vos mains. C'est un numéro de connaissance des arts hors série que nous venons de faire, dans lequel on raconte, avec l'aide des témoignages de certaines de nos maisons, comment aussi le développement durable va être un moteur pour la créativité. Et on sait très bien que voilà, les contraintes sont mères de la créativité. Et ce magazine est là pour en témoigner. Merci beaucoup. Allez.
Effectivement, je suis ravie de vous avoir avec vous, mesdames, messieurs, sur cette belle table ronde concernant le cycle de vie des produits de luxe. Alors, on va essayer de raconter une histoire tous ensemble. Cette histoire, c'est celle de la terre au client, finalement, parce que l'histoire de vos produits, elle est un petit peu la même pour tous. Et en même temps, on va voir qu'il y a des choses qui se recoupent. Et pour certaines, vous avez des particularités. C'est ce que nous allons raconter ensemble. On va peut-être commencer par un petit tour de table. Tout d'abord, si vous voulez bien vous présenter. Florence, s'il vous plaît, comme vous êtes la plus éloignée de moi, je commence par vous. Florence Boubé, je suis œnologue pour la Maison Ruinart. Et je vous précise juste, puisque je suis là, je dirais, je ne suis pas responsable RSE comme mes confrères et mes consoeurs. Ce n'est pas que notre responsable RSE est en vacances ou pris par une réunion. C'est juste que chez Ruinart, il n'y a pas de responsable RSE parce que on a considéré que la responsabilité sociétale et environnementale était l'affaire de tous. Merci Isabelle. Donc bonjour à tous, moi je suis Isabelle Sultan et je m'occupe du développement durable pour la maison Parfum Christian Dior. Merci. Adrien? Oui, bonjour à tous. Adrien Casgrain de la maison Longchamp et je suis directeur de la transformation et de la RSE. Merci Hortense. Hortense Josserand, Sustainability Manager pour la maison Boucheron. Et donc Aude de chez Chloé. Oui, Aude en charge de la RSE pour la maison Chloé. Merci beaucoup Pauline. Pauline Jacquemart, directrice RSC pour le groupe Moments et ici pour la maison Potel et Chabot, donc traiteur. Merci, je suis Laetitia Delay et je suis directrice RSE du groupe Rémy Cointreau. Merci, et on finit avec une deuxième Florence. Florence Bulté, directrice Sustainability, Éthique et Compliance pour le groupe Chaloub. On peut peut-être préciser quand même, le groupe Chaloub, c'est peut-être la moins connue des maisons présentes aujourd'hui sur cette table ronde, cette porte du luxe sur le Moyen-Orient, cette incontournable. Combien c'est 14 000 collaborateurs, c'est ça? Tout à fait. Donc, nous sommes détaillants, distributeurs de marques de luxe dans 8 pays du Moyen-Orient, 14 000 employés. Nous distribuons plus de 300 marques et avons environ plus de 680 magasins dans les pays du Golfe et le Moyen-Orient. Parfait, ça donne un petit peu la dimension du groupe. Merci beaucoup. Alors je le disais, si on part de la terre, parce que l'histoire de vos produits, elle démarre souvent ici, je me tourne vers vous, Isabelle, dans le cadre de votre stratégie de développement durable, Beauty as a Legacy. Vous placez la sauvegarde des fleurs et leur diversité au cœur de votre feuille de route. Vous souhaitez notamment engager une transition vers une culture régénérative et biologique. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Parfum Christian Dior s'intéresse aux plantes à fleurs? Ça nous semble assez logique quand on connaît un petit peu les histoires, mais peut-être que vous pouvez nous préciser plus concrètement. Oui, merci. Bon, on le sait, il y a 50% de la valeur économique créée mondialement qui dépend de services que la nature nous apporte gratuitement. Et ce n'est pas différent pour la filière beauté, ce n'est pas différent pour nous. Notre activité, donc chez Parfum Christian Dior, on crée des produits de beauté depuis 1947. On se parle de parfums, de soins, de maquillage. Et en fait, il y a plus de 80% des ingrédients qu'on utilise dans nos formules qui sont d'origine naturelle. Donc évidemment, notre dépendance à la nature, elle est évidente. Au sein de cette masse d'ingrédients d'origine naturelle, il y a des ingrédients qu'on peut considérer comme des commodités. Je pense à la betterave. La betterave et l'alcool qu'on en tire, qui est donc un ingrédient fondamental de nos parfums. Mais aussi le colza, qui est une plante à fleurs aussi. Colza qui est à la base de la glycérine, qui est très utilisée dans les produits de soins. Et plus spécifiquement, en fait, on a un certain nombre de fleurs qui sont des fleurs iconiques, des fleurs signatures, qui constituent la palette de notre parfumeur. On a également des fleurs qui sont vraiment très particulières et qui sont à la source des actifs qu'on utilise dans nos produits de soins. Or, ce que la science nous dit, en l'occurrence l'Union internationale de conservation de la nature, ce qu'elle nous dit, c'est que, donc je parle d'un rapport de septembre 2021, c'est qu'en fait les plantes à fleurs, qui d'ailleurs représentent 90% du règne végétal, elles s'éteignent 3 fois plus vite que les oiseaux, 2 fois et demi plus vite que les insectes,
1,5 fois plus vite que les mammifères. Donc, les gens n'ont en général pas en tête cette information. Et vous avez bien compris que dans notre activité, s'il y a plus de fleurs, il n'y a pas de parfum. S'il y a plus de fleurs, il n'y a donc pas ces actifs si précieux pour nos soins. Plus largement, si je décadre, les plantes à fleurs, elles sont à la source évidemment des graines, des fruits, des légumes qui nourrissent le monde. Donc pour nous, l'enjeu, c'est bien de prendre soin des fleurs, donc de continuer à les cultiver de façon régénératrice dans notre amont agricole au sein d'un certain nombre de jardins partenaires, partout dans le monde. Et c'est aussi de promouvoir leur réintroduction dans les écosystèmes, et en particulier dans les écosystèmes agricoles. Et alors justement, comment concrètement ça se passe sur le terrain auprès de votre quarantaine de jardins et jardins partenaires? Parce que j'imagine que vous n'avez peut-être pas toutes les compétences en interne pour aller voir ce qui se passe dans la terre. Vous avez des partenaires? Oui, bien sûr. Donc évidemment, ça se passe avec des partenaires, avec des gens qui sont des agronomes, avec des gens qui sont des spécialistes qui vont aller compter le nombre d'insectes, qui vont aller recommander un certain nombre d'essences à combiner sur des couverts végétaux. Mais donc très concrètement, en fait, si je prends l'exemple de la rose que l'on cultive à Granville, elle était déjà en pratique culturale bio. Le sujet, c'est d'aller vers de la régénération. Je passe 2 secondes pour faire le distinguo entre une agriculture bio et une agriculture régénératrice. Une agriculture bio, aujourd'hui, elle va préserver. Une agriculture régénératrice, ce qu'elle va se donner pour objectif, c'est d'aller rapporter davantage de carbone dans le sol, d'aller rapporter davantage de vivants, davantage de biodiversité. Et d'ailleurs, ce qu'on peut espérer, c'est également d'aller apporter davantage de résilience économique pour les exploitants. Donc, très concrètement, en fait, à chaque fois qu'on va aller travailler sur une essence, en particulier, sur une espèce végétale qu'on va coupler à un terroir, eh bien, en fait, c'est de l'innovation en champ à chaque fois, notamment sur toutes ces petites filières botaniques, parce que du coup, il faut tester. Et donc, la plupart du temps, sur une exploitation, on va choisir une parcelle, et là, on va tester 6, 10 versions de couverts végétaux différents. On va aller tester des combinaisons d'essences. On va aller mesurer la population d'insectes. On va aller mesurer ce qui se passe dans le sol. Et de tout ça, du coup, on va déduire un certain nombre de bonnes pratiques et opérer une transition progressive. Et vous travaillez aussi d'un mot avec Hectare? Oui, donc j'adore ce projet. Donc Hectare, c'est un campus agricole qui est aux portes de Paris. Et ce qu'on fait avec eux qui donne beaucoup de sens, je pense, à notre engagement, c'est tester en champ des co-cultures de fleurs et de cultures vivrières. Donc grosso modo, très concrètement, là on a planté du bleuet. Le bleuet a des vertus cosmétiques, au-delà d'être une fleur très jolie et qui peut d'ailleurs aussi être utilisée en ornemental. On a planté du bleuet, semé du bleuet, et dans des parcelles de blé ancien. À la fin donc après la récolte, on va avoir mesuré des impacts, et on le fera sur plusieurs saisons évidemment, sur la biodiversité, la santé des sols et sur la résilience économique pour les agriculteurs. L'idée, c'est de mesurer des impacts. L'idée, c'est aussi de documenter afin de potentiellement modéliser ce que pourrait vouloir dire des ateliers de floriculture régénératrice complémentaires pour des exploitations agricoles. Et donc, on a un certain nombre de parties prenantes autour de nous, en particulier le WWF. Ce qui les intéresse, eux comme nous d'ailleurs, c'est de montrer que la réintroduction des plantes à fleurs dans les écosystèmes, dans les paysages, non seulement c'est du beau, quand on veut laisser du beau derrière soi, mais c'est aussi potentiellement des solutions de régénération de la biodiversité, de la santé des sols et des sources de résilience économique pour contribuer à une transition agricole dont on a besoin aujourd'hui. Merci Isabelle de nous avoir partagé effectivement cet engagement et ces pratiques-là. Florence, chez Ruinart, bien sûr, tout ceci, ça vous parle comme ça parle à d'autres ici autour de la table. Un mot, il faut apprendre des nouveaux mots quand on parle de luxe aujourd'hui, donc agriculture régénérative, vitiforesterie également, c'est ce sur quoi vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quel est cet engagement que vous avez lancé en 2021 sur une quarantaine d'hectares, je crois, chez Ruinart? En quoi cela consiste et 2 ans après, quels sont les premiers impacts? Alors la vitiforesterie, c'est très simplement la culture conjointe de la vigne
et des arbres. C'est-à-dire que chez Ruinart, sur cette parcelle que vous évoquez, nous avons planté depuis 2 ans à peu près 20 000 arbres. L'objectif, il est triple dans cette démarche. Le premier objectif, il est de limiter les impacts du réchauffement climatique sur la vigne. Donc on a un objectif réellement environnemental. Donc en effet, à l'encontre des effets du climat que l'on voit, hein, c'est un point très important, c'est un enjeu très important pour notre filière sur la vigne et sur les vins également. Et puis, comme le mentionnait aussi Isabelle, on a également un objectif de biodiversité, cette biodiversité étant très utile pour remettre en place un cycle vertueux de la vie des sols qui va aussi contribuer à une bonne santé de la vigne. Et puis on a également dans ce projet une dimension sociétale très forte, puisque c'est un projet qu'on veut volontairement très ouvert, partagé, non seulement avec nos livreurs de raisins, qu'on aide également à implanter aussi ce type de pratiques dans leur vignoble. Et au-delà de nos livreurs, partenaires de la maison, on emmène aussi ce travail collaboratif avec des vignerons de Champagne, à travers plusieurs initiatives, dont une qui s'appelle les Chemins du Vivant, dans l'idée vraiment de partager ces pratiques le plus possible. Merci. Laetitia, si vous avez un micro, pas loin, merci. Juste d'un mot rapidement, évidemment, ces problématiques, ces enjeux-là, j'imagine qu'à Cognac, ce sont des choses qui vous parlent, en tout cas pour vos maisons à vous. Quel est le plus gros enjeu pour vous? Alors, je vais vous dire en 2 minutes, c'est sur ce sujet-là. Non, clairement, les enjeux ont très bien été expliqués par Isabelle et Florence. On fait face exactement aux mêmes. Nous-mêmes, nos domaines sont en conversion vers l'agriculture régénérative. On sait que ça marche. C'est déjà important d'en être conscient. Et finalement, en fait, c'est ce que nous dit aussi l'une de nos petites maisons qui s'appelle le Domaine des Hauts-de-Glace, qui est une ferme distillerie dans les Alpes et qui fabrique du single malt français et qui est en agriculture régénérative maintenant depuis plus de 10 ans. Et ce qui est formidable, c'est que voilà, on sait que ça marche. Aujourd'hui, quand on mesure la santé des sols de ce domaine des Hauts-de-Glace, on n'est pas loin de la santé des sols d'une forêt. Alors ça donne énormément d'espoir, je dirais, pour nos autres maisons qui sont en conversion. Mais on est bien d'accord, le véritable enjeu, c'est d'embarquer les partenaires dans cette démarche. Et je pense on travaille ensemble. La plupart de nos maisons aujourd'hui travaillent ensemble. Il y a ce côté un peu transcendantal de la RSE et parce qu'on a finalement les mêmes enjeux et les mêmes objectifs. Exactement. Pauline, gardez donc le micro justement. Quand on parle de la terre, ce sont les produits de la terre et c'est aussi la matière première chez Potel et Chabot, bien entendu, puisqu'on parle de gastronomie. Donc Momens, maintenant 500 personnes, 3 à 4 000 réceptions par an, et donc beaucoup de personnes aussi à convaincre, parce qu'au-delà des partenaires avec lesquels on travaille, il y a cette évangélisation à faire en interne. En ce qui concerne les approvisionnements, quelles actions avez-vous mis en place justement pour embarquer tout le monde dans la nécessité d'avoir les approvisionnements les plus vertueux? Alors tout d'abord, on a, pour un cadre plus général, on est rentré dans une certification. Une certification, ça a permis de cadrer déjà des objectifs, un système de management responsable. Et on est certifié depuis l'année dernière ISO 20121 qui nous permet de fixer des objectifs et des plans d'action pour chacun des directions. Donc on a ce devoir de rentrer dans une démarche d'amélioration continue, ce qui est déjà une première étape pour engager l'interne. Ensuite, pour la partie approvisionnement, donc la base, ça a été déjà de fixer un cap, fixer des indicateurs, de regarder où on en est, parce que ça aussi, c'était quelque chose qu'on ne savait pas faire en interne, de regarder où on en est sur tout ce qui est approvisionnement local, tout ce qui est produits de saison, la partie origine France aussi, parce que quand on parle de produits, on peut aller les chercher partout dans le monde. Donc il a fallu fixer des indicateurs, fixer des objectifs qu'on a donnés à nos équipes acheteurs, qu'on a donnés à nos chefs. Donc ils ont un cap désormais pour essayer de s'améliorer. Et ensuite, sur certaines typologies d'achat, donc quand je parle notamment des produits labellisés, on parle du bio, vous citiez 3 à 4 000 réceptions par an, ça veut dire
énormément de volume et on peut pas tout faire en bio parce que malheureusement aujourd'hui les terres agricoles en bio c'est 10% des terres agricoles, donc vous imaginez bien que sur toute une année avec les volumes qu'on adresse on peut pas servir tout en bio, mais ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on y aille. Donc ça nécessite, et je vais vous donner un exemple, on est en ce moment présent à Roland-Garros et sur la partie légumes il faut qu'on contractualise très en amont avec des producteurs à qui on commande avant même que le légume soit planté un certain nombre de quantités en leur disant nous on veut que du bio sur le légume, donc planter ce qu'on a besoin pour servir 7000 couverts jour sur Roland-Garros et c'est comme ça qu'on arrive derrière à développer justement des approvisionnements plus vertueux et un petit peu plus de labellisation dans nos offres. Et un point fondamental dans cet engagement-là de l'approvisionnement, c'est le respect de la saison. C'est fondamental. Et ça ne... Mais, pardon, 70% des produits aujourd'hui chez vous. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on est à peu près à 70% de produits achetés en saison. Donc, il nous en reste quand même encore 30% qui sont achetés hors saison. Nous voyons le verre à moitié plein, mais il y a encore quand même du progrès à faire. Et ça, c'est énormément de travail de sensibilisation, puisque on travaille avec des équipes de chefs qui ont appris une manière de cuisiner assez ancestrale, avec plein de règles à respecter, qui sont parfois un peu contre-intuitifs par rapport aux enjeux de développement durable. La saisonnalité est un exemple, mais on peut aussi citer tout ce qui est protéines animales. La viande est au centre d'un plat prestigieux. Eh bien non, demain, il faut que la viande ne soit pas au centre d'un plat, mais un périphérique, et qu'on essaie de végétaliser, c'est un peu le terme qu'on utilise en interne, nos assiettes pour les rendre plus respectueuses de l'environnement. Donc là aussi, ça passe par la formation, la sensibilisation. On reviendra sans doute sur ce thème tout à l'heure, parce que là, je crois que c'est aussi un enjeu clé pour vous tous à tous les niveaux sur ces questions-là. Et ça veut dire qu'il y a de l'humain dans toutes ces questions. Donc Aude, c'est ce que vous aimez mettre en avant. Vous pouvez, merci, passer votre micro chez Chloé, avec notamment aussi grâce à votre directrice artistique, Gabriella Hearst, très, très engagée sur ces sujets-là. Et l'impact social, le S de RSE, pour vous, est vraiment important, et vous avez souhaité le mettre en avant. Je rappelle au passage que vous êtes première entreprise de luxe européenne qualifiée B Corp, et donc vous avez fait le choix de mettre en avant les femmes avec le programme Women's Forward en 2020. Ça passe par quoi ? Merci Karine. Il y a beaucoup d'éléments dans la présentation, mais donc en effet en 2020, en fait, au plein cœur du confinement, on a décidé d'accélérer sur nos engagements. On avait déjà une mesure, on avait déjà des programmes, mais on a eu vraiment la volonté d'aller plus loin et de repenser totalement notre manière d'opérer d'un point de vue économique, sociétal et environnemental. Ça a commencé par effectivement définir une mission d'entreprise et une mission qui soit un peu le cœur de nos activités des RSE. Cette mission, elle est évidemment basée sur les femmes, parce que c'est notre histoire. Chloé a été créée il y a plus de 70 ans par une femme pour les femmes, une femme qui voulait créer, qui s'appelle Gabi Aguillon, qui voulait créer des vêtements qui permettent aux femmes d'être libres, de travailler, d'exprimer leur plein potentiel. Donc on s'était toujours engagé sur ces sujets-là, et on est dans une industrie qui repose pour beaucoup sur des matières premières aussi d'origine naturelle, mais aussi beaucoup sur l'humain, avec une supply chain qui implique beaucoup de personnes, beaucoup de temps passé et beaucoup de femmes. La supply chain de la mode, c'est 80% de femmes. Donc on a choisi cette mission qui est donc Women Forward, vers un avenir plus équitable, et on tend dans tous les volets de notre activité RSE à regarder le prisme de l'égalité des genres, à la fois en interne, chez nos partenaires, avec nos partenaires. C'est ça, et ça démarre dès le début de l'histoire, justement avec les partenaires en amont. Oui, tout à fait. Alors, si on parle de la partie production, on a développé un outil qui nous permet de mesurer les impacts sociaux positifs dans notre chaîne de valeur, qui s'appelle le SPNL. Donc, on va au-delà d'une simple démarche de compliance et de mesure des aspects réglementaires. On mesure un certain nombre d'impacts, dont l'égalité salariale, l'égalité au niveau managérial chez nos partenaires. On va également travailler avec des entreprises sociales ou des entreprises certifiées commerce équitable qui ont des projets qui favorisent l'inclusion économique des femmes. On met systématiquement aussi en avant les partenaires à qui on travaille. On essaye de montrer les histoires derrière nos produits et les femmes qui font nos produits au même niveau que celles qui les portent. Par exemple, on a des paniers aujourd'hui qui sont faits avec une entreprise sociale qui s'appelle Mifuko,
qui est au Kenya, qui permet à des femmes qui sont agricultrices de tisser à domicile des paniers pendant les saisons sèches pour complémenter leurs revenus. À l'intérieur de chaque panier, il y a le nom de la femme qui a tissé le panier. Et on soutient beaucoup de projets aussi sur la communauté pour améliorer les conditions sur place. On met en avant les projets, les femmes, etc. On reviendra tout à l'heure sur votre SPNL parce que c'est vraiment intéressant et ça participe de cette idée d'open source et de partage. Un mot sur cette valeur de l'humain qu'on oublie peut-être un petit peu parfois derrière tous les produits de luxe et qui fait que l'on parle de luxe en partie. Oui, tout à fait. De toute façon, l'impact environnemental et l'impact social sont complètement liés et indissociables. On sait par exemple que résoudre l'égalité des genres, ça contribue aussi à la lutte pour le changement climatique. Et voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment important de systématiquement associer, combiner, de sensibiliser nos clientes sur les impacts sociaux derrière nos produits. Donc, par exemple, les vêtements que vous pouvez voir ici qui sont présentés ont des passeports digitaux qui peuvent être scannés et qui permettent de donner en toute transparence l'intégralité du chemin de vie du produit. Merci beaucoup. Hortense, puisqu'on parle matériaux, Bénédicte l'a cité tout à l'heure, ce fameux Cofalite, qui est apparu dans la presse mode et luxe, alors que d'habitude il est plutôt sur les bords des routes, à la faveur de l'initiative de Boucheron il y a quelques mois, et de votre directrice de création, là encore assez innovante, Claire Chouane. Racontez-nous comment le Boucheron joaillier depuis 1858 en vient à aller chercher un déchet ultime pour créer et pour sortir ses créations. Alors, ça commence toujours par un rêve. C'est vrai que Claire Chouane, donc notre directrice artistique, part toujours d'une idée pour la conception de nos pièces de haute joaillerie et de joaillerie. Dans le cadre de cette capsule innovation, donc on parle de Jack Ultime de Boucheron. Donc, ce jack ultime de Boucheron est réalisé en Cofalite. Cette matière, c'est une matière dernière. Aujourd'hui, mais encore, qu'est-ce que ça vient d'où? Comment, à quoi ça sert d'habitude? Alors, initialement, avant d'être de la Cofalite, c'est un déchet industriel dangereux, comportant des éléments amiantés. Pour que la matière devienne inerte, on a recours à un dispositif de vitrification qui fait donc fondre et fait disparaître les fibres d'amiante au sein de la matière. Et donc généralement, qu'est-ce qu'on en fait une fois que cette matière est arrivée à ce stade ultime? Soit elle est tout simplement enfouie, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas comment traiter et utiliser cette matière, hormis pour faire du remblai d'autoroute. Et donc aujourd'hui, le rêve était d'utiliser justement cette matière dernière, cette matière ultime qui n'avait plus aucune utilité et justement de la rendre précieuse. Donc après, il y a eu tout un dispositif de recherche et développement. Je ne vous cache pas que le projet a commencé quelques années auparavant parce que ça nécessite forcément un certain temps de développement et on parle justement d'humain, mais donc il a fallu concilier la création artistique mais aussi la partie recherche et développement et puis bien entendu c'est une histoire d'homme aussi, c'est une histoire de projet. Donc pour pouvoir lancer ce type de projet, il faut aussi réussir à unir différentes compétences. Voilà, complètement. Parce qu'il faut savoir que pour obtenir notre matière, donc on travaille sur de la vitrification. Donc c'est grâce à la vitrification qu'on obtient la Cofalite. Mais une fois qu'on a la Cofalite, et vous aurez l'opportunité de voir à quoi ça ressemble lorsque la matière elle est brute, elle est exposée sur le stand du comité Colbert, justement, c'est que quand vous voyez ce bloc de matière, on a du mal à imaginer comment on va la transformer justement en matière joaillière.
Et comment vous avez fait? Alors, je crois que vous avez la chance de faire partie d'un grand groupe qui s'appelle Kering, et ce sont toutes ces forces que vous avez rassemblées grâce notamment aussi à ce pôle innovation chez Kering. Complètement. Donc, nous avons un pôle innovation au sein de Bûcheron qui travaille de concert avec le pôle innovation du groupe Kering, parce qu'il faut être plusieurs têtes pensantes autour d'un tel projet. Et donc, pour pouvoir obtenir justement la matière joaillière, on a dû utiliser la méthode du frittage flash. Aujourd'hui, il faut savoir que cette méthode du frittage flash, aujourd'hui, donc c'est une technique qui est utilisée uniquement soit dans l'aérospatial, soit dans l'armement, enfin le secteur de la défense. Donc, on était très éloigné du monde de la joaillerie et très éloigné donc de notre univers, mais on a dû aller chercher ces techniques pour obtenir une matière joaillière pour ensuite la transformer tout simplement en quelque chose de précieux et d'unique. Alors, je crois que j'ai plus beaucoup de piles dans mon micro, mais je vais voir si ça tient encore quelques instants. Au final, on a pu apercevoir, et vous le disiez, vous avez de la matière là sur le salon, on a pu apercevoir ces magnifiques créations dans la presse. Quelles sont les vertus, qu'est-ce que ça apporte d'avoir utilisé ce cophalite? Alors, la cophalite, aujourd'hui, il faut savoir que c'est quelque chose qui est donc ultime et on dit, pardon? Oui, c'est la cophalite, aucun problème. C'est quelque chose donc, qui est ultime. Et donc la volonté, c'était de rendre quelque chose en fait qu'on rejetait, parce que sinon ce déchet est tout simplement enfoui. Aujourd'hui, on parle d'innovation et on est sur une approche innovation, et la volonté aussi, c'était de montrer une matière qui potentiellement pourrait être très intéressante aussi pour d'autres industries. On a espoir peut-être qu'un jour, peut-être que nous aurons des meubles réalisés dans cette matière-là, parce qu'une autre industrie se sera intéressée à la matière. Nous, aujourd'hui, on a fait ce processus de recherche joaillière. La volonté, c'était vraiment de se dire comment, par quelque chose d'ultime, originellement, on l'enfouit, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas utiliser, qu'on ne sait pas tout simplement quoi en faire, et c'est de se dire comment on peut la rendre précieuse et unique en son genre. Et c'est vrai qu'elle est assez incroyable parce qu'elle ressemble à une céramique, tout simplement, avec cet effet pailleté. Et en fait, c'est la matière qui est telle qu'elle, c'est une matière qui est dure, donc elle donne l'impression d'être une pierre, tout simplement, mais pas du tout. En tout cas avec les techniques joaillières, et ça nécessite aussi au niveau des joailliers d'avoir une technique de travail, parce que cette matière-là, on fait intervenir un lapidaire. Donc je ne vous cache pas qu'ils sont quand nous sommes arrivés avec notre matière, c'était pour eux une première, mais ils se sont volontiers prêtés à l'exercice et engagés avec nous dans cette démarche. Merci beaucoup Hortense. Et justement Adrien, si vous voulez bien poursuivre, puisqu'on parle de nouveaux matériaux, nouvelles matières, et sur le fait de devoir faire différemment grâce à ces innovations, on y reviendra aussi dans un instant avec Ruinart, parce que justement c'est comment s'adapter aussi à tous ces changements. Mais en parlant de nouvelles matières, Adrien, depuis 2021, je crois qu'on a le pliage green, ça c'était le début de l'histoire. Vous êtes engagé à utiliser de la toile nylon recyclée pour vos fameux sacs Longchamp. Aujourd'hui, tous les sacs pliage sont green, sont en nylon recyclé? Oui, tout à fait, depuis 2022. Donc c'était vraiment un process, parce que je pense que ça a été signalé plusieurs fois. L'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche de progression, et notamment quand on parle d'enjeux à la fin qui sont des enjeux industriels compte tenu des volumes, c'est pas du tout évident. Voilà, donc notre histoire, elle a commencé il y a quelques années déjà quand même, avec des tests sur des lignes pliage. Donc on a fait des choses dans une matière qui s'appelle EcoNyl, qui est fait à partir de filets de pêche recyclés, que vous connaissez peut-être.
On a fait aussi d'autres tests avec différentes du polyester recyclé avec différentes fibres recyclées. Et puis finalement, à force d'essais et à force de recherche, on a réussi à trouver la formule magique. Et donc on a commencé à inclure donc du nylon recyclé dans nos sacs pliage à partir de 2021. Il me semble qu'il y a eu notamment pas mal de tests de résistance. Oui, donc on a dans nos ateliers dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers, on a un petit, c'est à notre échelle, mais un petit centre de tests qui fait quand même plusieurs dizaines de milliers de tests tous les ans. Donc ils sont de tas de natures différentes et à la fin ils ont quand même tous pour but d'assurer un niveau de qualité qui est attendu par nos clients et nos clientes. Et l'enjeu en effet c'était finalement de faire en sorte que tout notre travail ne se voit pas et de faire oublier les efforts qu'on a menés derrière. Donc l'idée c'est d'avoir la même main, donc ça veut dire le même rendu de toile, mais au-delà de ça c'est évidemment de conserver le même niveau de qualité qui est quand même quelque chose qui est je pense pour toutes les maisons qui sont ici présentes quelque chose sur lequel c'est difficile de renier et qui fait partie de notre patrimoine, donc évidemment c'était l'enjeu principal. Donc il faut prendre le temps et prendre le temps de la qualité. Est-ce que vous avez pu mesurer aujourd'hui l'impact justement sur votre impact carbone ? Alors oui, il se mesure. Donc bon, là on rentre dans les parties un peu moins rigolotes. C'est pas du tout évident de mesurer. Ça dépend de la taille, ça dépend de plein de choses. Bon, il y a quand même une réduction qui peut aller jusqu'en fonction des tailles des produits, jusqu'à une vingtaine de % de l'empreinte carbone du sac. Donc quand c'est des sacs qui sont vendus tous les ans à plusieurs millions d'exemplaires partout dans le monde, là on commence quand même à parler de choses qui sont concrètes et qui ont un impact parce que à la fin, je pense que c'est tous ce qu'on recherche. Vous allez pouvoir l'utiliser ailleurs, ce nylon recyclé, sur d'autres parties ? Alors, cette toile pliage, elle est un peu spécifique, mais oui, en fait, je pense que le pliage, c'est une partie importante de notre marque. Après, on a aussi plein d'autres produits qui sont aussi très sympathiques et notre démarche, elle est vraiment holistique, c'est-à-dire que à un moment, il faut être aussi droit dans ses bottes. On ne peut pas dire d'un côté, on va faire des efforts importants sur une partie de notre offre et puis ne pas faire progresser l'autre partie de notre offre. Donc, on a vraiment une démarche complète sur finalement l'ensemble des matériaux qu'on utilise et notamment par exemple sur nos doublures, si on parle toujours de toile synthétique, aujourd'hui on est à 97-18% qu'on utilise, qui est recyclé. Les 2% restants, c'est les reliquats de nos stocks. Donc très, très prochainement, je pourrais fièrement vous annoncer que c'est 100%. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Quelle est votre position sur la question du cuir ? Alors, le cuir, c'est une matière qu'il faut traiter avec beaucoup de respect parce que c'est une matière qui coûte cher. C'est de plein de points de vue différents. Premièrement, c'est issu d'animaux vivants. Donc ça, c'est un premier point d'attention. Deuxièmement, c'est une matière qui coûte cher d'un point de vue environnemental, avec un impact carbone qui est non négligeable, si on veut se concentrer sur le carbone, mais il y a aussi d'autres enjeux. Et puis après, dernièrement, les processus de tannage aussi qui ont leur impact. Donc, à cause de ça, évidemment, il faut qu'on y fasse attention. C'est une matière qui est noble. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec. Notre premier point et notre premier combat, peut-être, on peut dire, pour rendre hommage à cette matière, c'est de faire des produits de bonne qualité. C'est de faire des produits qui peuvent durer dans le temps. Et c'est de faire en sorte que, finalement, tous les efforts qui ont été faits pour arriver jusqu'au cuir que vous connaissez, ils soient récompensés par une utilisation qui soit relativement longue. Notre objectif, c'est pas de faire des choses qu'on peut porter 5-6 fois et puis après on le met au placard. Évidemment, et plus on va être en mesure d'apporter une qualité importante, plus le produit pourra avoir de la durabilité dans le temps et
plus derrière, l'impact, il sera, on va dire, comparativement réduit. Ça, c'est un premier volet. Ensuite, il y a le volet, évidemment, de l'utilisation, avec une réflexion autour des taux de chute, qui est aussi des enjeux industriels importants, évidemment, mais pour finalement tirer le maximum de ce que la nature nous offre. C'est quelque chose qui est revenu aussi plusieurs fois. Et puis après, dernièrement, aujourd'hui, on utilise 100% de notre cuir qui a une certification LWG. Donc, si vous ne connaissez pas la certification, c'est un organisme qui assure une bonne qualité du cuir, notamment du point de vue des produits chimiques, avec une utilisation qui est mesurée lors des process de tannage. Et ensuite, évidemment, avec le retraitement des eaux pour éviter de déverser quelques produits que ce soit dans la nature. Donc on fait partie de cet organisme LWG aussi pour travailler aussi à faire progresser les standards voilà, sur deux aspects aussi. Merci. Florence, chez Ruinart, au-delà de la vitiforesterie dont on parlait tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait aussi, et on l'a vu, tout ceci aussi est question d'agilité, d'adaptabilité. Bien sûr, il y a l'impact qu'on laisse, mais il y a la création derrière qui est drivée différemment aujourd'hui par cet impact climatique. Et chez Ruinart, vous avez choisi de refaire, de savoir refaire. C'est votre thème, en vous adaptant au changement climatique et en sortant une nouvelle cuvée, Ruinart Blanc Singulier. Pourquoi vous dites qu'il s'agit de savoir refaire? Qu'avez-vous fait différemment pour cette cuvée? Alors tout d'abord, on l'a fait différemment parce que c'est la nature qui a choisi. On est élaborateur de vin, mais nous sommes agriculteurs. Et il y a vraiment eu des bascules climatiques, à partir en particulier des années 2003. Pour vous donner un exemple très concret, nous avons eu 7 vendanges qu'on appelle précoces, c'est-à-dire des vendanges qui ont commencé au mois d'août, alors que traditionnellement en Champagne, on vendangeait au mois de septembre, voire octobre. Donc ça traduit vraiment l'impact de ce réchauffement climatique sur nos vignes et donc sur nos raisins. D'un point de vue très opérationnel, j'allais dire qu'on s'est rendu compte à la dégustation de nos vins que nous faisons après les vendanges, qu'on avait des nouveaux profils aromatiques jusqu'alors inédits qui étaient apparus sur les vins clairs de Chardonnay. Le Chardonnay étant le cépage, donc la variété de raisin travaillée par la maison Ruinart. Et tout d'abord, on a observé ce changement, cette évolution. Et on s'est rendu compte qu'elle était récurrente, en particulier lors de ces vendanges précoces qui résultaient souvent d'années climatiques un peu atypiques et très chaudes. Et donc, on a commencé à travailler différemment les assemblages. Et comme la personnalité, je dirais, de cette cuvée était différente, on a aussi réajusté des pratiques de notre savoir-faire historique. Par exemple, en constituant ce qu'on appelle une réserve perpétuelle, en utilisant aussi également des foudres, donc des grandes barriques en bois, puis en ajustant ce qu'on appelle le dosage, donc la quantité de liqueur qu'on met en fin d'élaboration. Et aujourd'hui, cette nouvelle cuvée est un nouveau champagne qui, pour nous, est ce qu'on appelle une variation autour de ce cépage qui est le chardonnay. C'est une nouvelle expression aromatique, mais on le fait avec beaucoup d'humilité, encore une fois. C'est la nature qui a décidé et nous, on s'est adapté. Et on a adapté le savoir-faire maison qui était ancré dans cette mise en lumière du chardonnay à cette nouvelle donne. Et tout ceci est expliqué sur l'étiquette, sur la bouteille. C'est assez nouveau aussi pour la maison Ruinart. Ce qui m'amène justement au contenant, au packaging. Laetitia, alors si vous voulez bien, pardon, si jamais vous avez un micro en plus, ce serait formidable. Ah, bah voilà, on en a un là. Ah, super, merci beaucoup. Laetitia, donc chez Rémy Cointreau, vous travaillez, mais comme beaucoup d'autres ici, à l'éco-conception des packaging. Vous vous engagez à une disparition progressive des emballages superflus. C'est bien ça. Quels sont les chiffres aujourd'hui et sur quoi vous vous engagez ? Effectivement, il y a 4 ans, on a décidé d'éliminer ou d'essayer d'éliminer le superflu, c'est-à-dire déjà et avant tout
l'étui autour de le gift box, en anglais, autour de la bouteille, parce que vous conviendrez que lorsque vous achetez une bouteille de spiritueux, la première chose que vous jetez à la poubelle, finalement, c'est cet étui. Donc, dans beaucoup de cas, on peut éliminer cet étui, et c'est ce qu'on a essayé de faire. En 4 ans, on est passé de 20% de bouteilles nues à 80 presque bouteilles nues cette année. L'objectif étant d'aller jusqu'à 85%. Maintenant, c'est vrai que on a dans notre portefeuille des produits très haut de gamme pour lesquels c'est difficile de s'en affranchir complètement. Et dans ces cas-là, et je pense notamment à notre coffret Louis XIII, on est sur des matériaux assez innovants à base de cellulose recyclable, recyclée ou recyclable, parce qu'effectivement, c'est difficile de tout enlever. Et pour combien, pardon, je m'approche en même temps de Florence, parce que je voudrais lui poser une question, et comme j'ai plus beaucoup de micros, je lui poserai la question après. Juste combien de tonnes de carbone économisées pour ce choix-là ? Je dirais plusieurs milliers de tonnes. Je dirais que les coffrets, les étuis les plus impactants étant souvent ceux qui contiennent aussi du métal, par exemple. L'étui seconde peau, Bénédicte en parlait, Florence, vous avez travaillé vous aussi bien sûr sur cette question-là. Rappelez-nous, parce qu'on peut le voir justement sur le stand, de quoi il s'agit. Ça fait déjà un petit moment, ça fait 2 ans maintenant, et c'est vrai qu'il s'est déployé, mais là aussi c'est intéressant parce que de cette innovation, vous l'avez partagée, en tout cas d'autres ont pu s'en saisir. Oui, tout à fait, Karine. Donc l'étui seconde peau est un étui monomatière. C'est un étui entièrement élaboré à base de cellulose, donc de papier. C'est un étui entièrement recyclable, 100%. Et c'est un étui qui a été développé avec une papeterie très familiale, très pointu et engagé également au niveau environnemental en Angleterre. Donc c'est un projet collaboratif, mais qui a la particularité d'avoir demandé un temps de recherche et développement particulièrement long, parce que nous avions non seulement cet objectif environnemental, mais il y avait un objectif aussi technique, œnologique, qui était en fait de protéger nos vins de la lumière. Les chardonnays sont très sensibles à la lumière, ce qui peut provoquer parfois certains défauts. Donc on avait ce défi-là. Notre équipe marketing l'a pris à bras-le-corps et l'a développé avec beaucoup de talent. Et donc c'est de ce travail de recherche et développement pendant plusieurs années qui a donné naissance à cet étui seconde peau. Et puis pour répondre à votre question, Karine, nous n'avons pas souhaité breveter cet étui qui est très innovant, non seulement parce qu'il est en papier, mais aussi parce que justement on a associé des composés naturels qui appuient, si vous voulez, l'opacité de cet étui et protègent davantage le vin. Et toujours avec cet esprit de partager en fait ces innovations. On considère que finalement, plus on est nombreux à partager et à avancer sur ces sujets-là, meilleur ce sera pour la planète. Donc nous n'avons pas breveté ce procédé, et il est également déjà utilisé par d'autres maisons, et on en est très heureux. Merci beaucoup. Pardon pour cette petite incursion, mais je crois que vous vous rejoignez là-dessus, mesdames. Laetitia, on parlait de nylon recyclé. Vous travaillez aussi beaucoup justement sur le verre recyclé. Là aussi, des engagements importants avec des fournisseurs de renom. Oui, clairement, le packaging, dans le monde des vins et spiritueux, c'est l'un des gros leviers de réduction des émissions carbone. Donc c'est vrai que c'est un gros focus pour nous. Donc les gift box, et puis effectivement l'allègement du verre. On travaille, je dirais que l'ensemble de notre portefeuille de marques est passé à la moulinette d'un outil d'éco-conception pour aller là où jusqu'où on peut aller. Je vais vous donner un petit exemple. Effectivement, on travaille sur l'allègement, nous aussi, de la bouteille de champagne, avec la bouteille Telmont.
Aujourd'hui, on est au maximum de là où on peut aller, à 800 grammes, parce qu'il y a de la pression à l'intérieur. Donc voilà, aujourd'hui, c'est déjà une très belle réalisation et on espère pouvoir aller encore plus loin à l'avenir avec nos partenaires verriers et pour l'ensemble de la filière. Donc effectivement, allègement, mais c'est vrai que tout ce qui tourne autour de la montée en puissance du verre recyclé est aussi un levier intéressant. 10% de verre recyclé en plus, c'est 5% d'empreinte CO2 en moins par bouteille. Donc c'est aussi quelque chose, une piste que l'on explore pour nos bouteilles en particulier, dont le liquide à l'intérieur est coloré. Et vieilli. Et un troisième point sur lequel vous pouvez jouer, un troisième levier sur lequel vous pouvez jouer, et vous commencez à jouer, si j'ose dire, d'ailleurs en termes de packaging, c'est, là encore Bénédicte mentionnait tout à l'heure, c'est cette possibilité de recharger. Ça c'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Vous travaillez aussi sur la consigne. Est-ce que vous pouvez nous exposer ces trois exemples sur lesquels vous travaillez ? Oui, parce que finalement, l'éco-conception, ça va nous permettre de réaliser une partie du chemin, mais on est bien conscient que la circularité, c'est vraiment l'avenir. Il est évident que tant le verre que la bouteille sont recyclables à l'infini. Je dirais que c'est le postulat de base. Donc effectivement, la circularité ne peut pas être la même partout dans le monde, sur toutes nos bouteilles, sur tous nos marchés. Donc on explore 3 pistes actuellement. La première, c'est un système de consigne assez classique. On récupère les bouteilles, on les nettoie, on les re-remplit et on les revend. Donc effectivement, ce test, il est réalisé aujourd'hui à la Barbade. Ça requiert un circuit court, si je puis dire, puisqu'il faut pouvoir récupérer les bouteilles facilement et les redistribuer facilement. Donc ça, je dirais que c'est un modèle particulièrement intéressant, puisqu'il permet de réduire l'empreinte carbone par bouteille de l'ordre de 60%, ce qui est bien évidemment très attractif en termes de potentiel de réduction. Ça peut être déployé à plus grande échelle ? Oui, dès lors où on est sur effectivement un circuit court, c'est-à-dire qu'il faut que le lieu de production et le lieu de consommation soient grosso modo inférieurs à 2000 km, d'après les différentes études. Donc en Europe, par exemple. D'accord. Pardon, je vous ai coupé. Non, ça c'est un premier projet pilote que l'on mène. Un deuxième consiste à explorer les pistes de circularité dans ce qu'on appelle le on-trade, donc tout ce qui va être restaurant, bar, discothèque. Et là, on est en partenariat avec une société qui s'appelle EcoSpirit. Et finalement, ce sont des grands contenants de 4,5 litres qui vont être circulaires. On a ce partenariat notamment au Royaume-Uni. Et donc, ces grands contenants sont dans les back-bars des restaurants. Et ce sont les barman qui vont finalement re-remplir eux-mêmes les bouteilles à partir de ces grands contenants. Et ce sont ces grands contenants qui sont, eux, circulaires au sein du Royaume-Uni, qui vont être re-remplis finalement sur ce marché. Et là, je dirais que ça combine le meilleur, puisque vous avez l'aspect grand contenant et l'aspect circularité. Donc là, on est sur des réductions massives de l'ordre de 80% de réduction carbone. Donc, une piste particulièrement intéressante pour cette filière, ce canal de distribution, qui de surcroît permet aux bartenders de réduire les quantités de stockage, beaucoup moins de bouteilles, a fortiori, et les déchets, bien évidemment. Avant de venir à la question de la recharge aussi qui nous intéresse, je voulais me tourner vers Pauline juste à côté pour Potel et Chabot. Cette question de la circularité, justement, ça vous incombe aussi et du réemploi, notamment avec tout ce qui est utilisé pour l'événementiel. Et vous avez commencé à travailler dessus également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Tout à fait. Nous, on a la lourde tâche de rendre durables des événements qui sont éphémères. Donc, c'est ce à quoi on s'emploie sur les sujets RSE. Et en termes justement de packaging, de réutilisation, donc déjà il y a un gros travail sur la réduction de l'usage unique, parce que autant en réception on est sur des événements assez prestigieux, donc on est quand même principalement sur de la vaisselle en dur, la vaisselle durable qu'on réutilise, et avec un système bien évidemment d'ateliers où on a notre propre stock de matériel qui nous permet justement d'avoir cette rotation de matériel et de ne pas réutiliser de l'usage unique. Par contre, en back-office, dans les cuisines et en production, on est encore
très utilisateurs de plastique et de matériaux type aluminium, usage unique, puisqu'on investit des lieux qui ne sont pas les nôtres, donc il faut qu'on arrive avec du matériel et qu'on reparte comme on peut. Donc aujourd'hui, on a un gros travail avec les équipes déjà de réduire les quantités de plastique à usage unique, donc ça nécessite, comme vous le disiez, de trouver des circuits de réutilisation de matériaux, de mettre en place des circuits logistiques qui n'existent pas, de trouver des stocks et des espaces de stockage qui n'existent pas. Donc c'est tout un travail aussi d'optimisation. Donc ça c'est le premier point. Et après on a le sujet du réemploi, une fois qu'on a trouvé justement ces circuits-là, de travailler sur la réutilisation des matériaux. Donc nous on s'appuie beaucoup sur quelques partenaires. On a notamment un partenaire qui s'appelle Bloom, qui est une plateforme de vente de produits en seconde main. Donc tout ce qui est, on parlait tout à l'heure de notre atelier qui stocke nos vaisselles et nos matériels. On se doit d'être à la pointe en termes de design, en termes de propositions à nos clients, en termes de vaisselle et d'art de la table. Donc il arrive qu'elle passe de mode. Et donc quand ces produits sont passés de mode, on les revend sur une plateforme de seconde main qui nous évite justement de jeter cette vaisselle. Donc ça c'est le premier point. Et après sur la partie scénographie, décoration, on est en train de faire des tests avec un partenaire qui s'appelle Muto, qui est un opérateur de l'économie sociale et solidaire qui récupère les matériaux sur de scénographie, donc type stand pour que ça vous parle un peu plus, mais c'est n'importe quel matériau, et les redistribue derrière à des associations, à des entreprises de la culture pour qu'elles soient réutilisées, pour éviter justement que ce soit jeté. Merci beaucoup. Avant d'en venir à la recherche, justement, Florence Bulté du groupe Chaloup. Alors, vous avez un micro superbe, parce que attendez. Je vais passer aussi, si vous voulez bien le faire passer de l'autre côté, comme ça on sera au point pour tout à l'heure. Merci beaucoup mesdames pour votre aide. Donc je le disais, pour cette porte d'entrée du luxe au Moyen-Orient, vous disiez, vous travaillez avec près de 300 marques, il y a près de 700 boutiques. Donc quand on sait ça, effectivement, vous avez un petit peu un rôle de leader dans le bon sens du terme, celui qui va impulser, et notamment sur cette question dans les boutiques du merchandising, des matériaux utilisés. Et là, vous avez mis en place et vous travaillez à embarquer tout le monde pour sensibiliser sur ces questions-là chez Chaloup. Tout à fait. Donc, en fait, nous, comme nous sommes détaillants et distributeurs, on va se focaliser sur nos opérations, mais aussi, comme vous le disiez, en 2022, en fait l'année dernière, on a décidé d'avoir des actions beaucoup plus spécifiques avec certaines de nos marques. Donc, on a commencé un projet avec tous les visual merchandisers de 11 de nos marques, essentiellement mode et accessoires. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir des ateliers, de la formation sur le cycle de vie du visual merchandising, donc dans nos magasins. Donc c'était aussi de l'éco-conception, de l'utilisation des bons matériaux qui peuvent être recyclés, de la réutilisation pour éviter de l'utiliser une fois et le disposer immédiatement. Et quand le visual merchandising arrive en fin de vie, leur donner le contact avec les bons partenaires. Donc ça, je dirais, le contact avec les bons partenaires, c'est un de nos challenges principaux en fait dans la région. Donc ce pilote a eu un impact positif. En 2022, sur ces 11 marques, 63% du visual merchandising en fait a été réutilisé et 32% a été recyclé. Donc ce qui nous a permis de créer un blueprint et d'étendre ce pilote en fait à d'autres marques, des marques de beauté, et aussi à d'autres régions, pas seulement aux Émirats, mais en Arabie Saoudite, Bahreïn et Qatar. Et vous avez même créé une appli pour retrouver ce qu'il y a dans les stocks. Oui. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Donc ça, c'est un logiciel, donc Fresh Service, qui nous permet, donc on intègre dans ce logiciel tous les stocks donc de VM, mais aussi de meubles dans nos bureaux, les entrepôts, etc. Et ça nous permet d'identifier exactement où se trouve le meuble, le VM, etc. Parce qu'un des obstacles à la réutilisation des produits, si on parle de VM, c'était que les visual merchandisers ne savaient pas où se trouve le produit. Donc en fait, là, on peut
directement le trouver. Et aussi, ça nous permet de recycler, puisque en fait, on entrepose et le coût, ça a un coût. Donc, tous les produits qui n'ont pas été réutilisés après 6 mois, 1 an, ça nous permet directement de les recycler. Merci beaucoup. On viendra à un autre point tout à l'heure avec vous. Laetitia, je reviens sur cette idée de packaging pour terminer avec la question de la recharge. Fort important, je ne savais pas que ça existait dans le domaine des spiritueux. Parce que autant on va voir un petit peu comment ça se passe après du côté chez les parfums Dior, mais ça existe aussi chez vous, et puis avec quelle marque ? C'est clairement complètement inspiré de l'industrie du parfum. Je pense que l'industrie des spiritueux est un peu en retard sur ce sujet-là. Mais effectivement, notre maison Louis XIII a développé un système de recharge avec un rituel magnifique où effectivement, lorsque votre carafe en cristal a été complètement bue, vous pouvez la ramener dans l'une de nos boutiques où elle sera soigneusement nettoyée et ensuite elle sera re-remplie à partir d'une recharge éco-conçue, je dirais avec un rituel d'une roue qui va venir re-remplir cette carafe en cristal de manière très belle et très élégante. Et puis, une fois que la carafe est rechargée, vous repartez bien évidemment avec votre carafe remplie, mais aussi une petite médaille pour vous récompenser de votre fidélité. Et oui, aujourd'hui, il faut récompenser les clients vertueux. Isabelle, chez Parfum Dior, justement, vous êtes parmi les pionniers à avoir travaillé un petit peu sur le rechargeable. Oui, en fait, du rechargeable, il y en a dans l'industrie de la beauté chez Dior, il y en a depuis les années 50, je crois que c'est 52, 53, 54, j'ai un doute, sur le rouge à lèvres à l'époque qui était rechargeable. Donc, grosso modo, en 2020, sur la marque très très importante de notre portefeuille, mais aussi globalement du monde du parfum qui est Sauvage. On a démarré avec un premier lancement de recharge qu'on a étendu sur l'ensemble de la gamme. Donc oui, c'est une démarche qui est en cours. Sur le soin, on était déjà avec un très haut niveau d'adoption. Quand il y a un fort niveau de loyauté, bien évidemment, c'est beaucoup plus pertinent de faire du rechargeable. Donc sur des gammes comme Prestige ou L'Or de Vie, on a ici, je crois, un exemple de la crème Prestige que je trouve intéressante parce qu'au-delà d'être rechargeable avec un fort niveau d'adoption, en fait, elle est l'illustration que quand on a envie d'essayer de réinventer les codes, de faire à la fois du plus léger et du plus beau, c'est possible. Donc cette crème Prestige qu'on a relancée en septembre l'année dernière, je crois qu'elle fait 20% de poids de packaging en moins au total, 32% de poids de verre en moins. Elle a une empreinte carbone réduite de moins 46% après la première recharge, juste, et en fait elle est plus désirable. Donc c'est un moment où c'est important que notre industrie se questionne, comme vous le dites tous, sur comment on réinvente les codes. Et effectivement, comment remettre sur le devant de la scène des choses que vous faisiez déjà depuis longtemps, parce que vous le disiez, les premières recherches, c'est depuis peut-être les années 50. Adrien, chez Longchamp, l'atelier de réparation, il ne date pas d'hier, mais il fait partie aussi de tous ces engagements-là. Oui, tout à fait. Nous, on n'a pas de sacs rechargeables, mais on a des sacs qui sont réparables. Donc oui, la Maison Longchamp a été créée en 1948. On a eu nos premiers ateliers en France dans les années 50. Et en fait, depuis ce temps-là, on propose la réparation de nos produits. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait peut-être la réparation un peu honteuse parce qu'on se disait, s'il y a besoin de réparer, c'est qu'il y a un problème. La réalité, quand même, c'est que les produits ont une vie, on les utilise. Et puis surtout, pour des produits, dans maroquinerie, il y a un attachement qui se crée aux produits à force d'être portés. Souvent, c'est des cadeaux qui sont faits. Donc, finalement, on en est venu à cette réalisation et on est très fiers aujourd'hui de proposer, en tout, on va dire environ 60 000 réparations de produits par an, dont 40 000 qui sont faites environ dans nos ateliers en France. Et
Finalement, ça fait partie un peu, la manière dont on conçoit, c'est que ça fait partie un peu du contrat qu'on passe avec nos clients, de pouvoir dire, voilà, c'est pas juste un truc qu'on vient acheter une fois, mais c'est quelque chose qui va vivre, qui va pouvoir vous accompagner. Et nous, on va aussi pouvoir vous aider et vous accompagner dans cette démarche. Et Aude, justement, ça nous permet de revenir sur ce QR code. On est passé rapidement tout à l'heure, vous l'avez juste cité, de traçabilité, mais c'est bien ça l'enjeu aussi. C'est de donner toutes les informations aux clients pour qu'ils achètent en conscience. Alors, la traçabilité, mais aussi la circularité, puisque avec ce QR code, on facilite la revente. On a lancé il y a un mois à peine notre premier partenariat sur le sujet avec Vestiaire Collectif, qui est également une entreprise Bicorp. Et donc la cliente qui souhaite revendre son produit peut cliquer dans son passeport digital et revendre directement avec les informations qui sont déjà pré-remplies. Et c'est quelque chose qu'on a voulu faire de manière vraiment circulaire, puisqu'une fois qu'elle accepte la revente de son produit, elle peut choisir de racheter un produit neuf Chloé, mais elle peut aussi choisir de racheter de la seconde main ou choisir de donner à une de nos associations partenaires. Donc voilà, donc l'idée de ce QR code, c'est vraiment de favoriser à la fois la durée de vie du produit, la réparabilité, parce que ça va permettre, quand le produit revient, d'avoir toutes les infos nécessaires à le réparer, de le revendre plus facilement, et évidemment pour la cliente de donner tout un tas d'informations sur l'impact environnemental et social. Cet embarquement des clients, si on monte encore d'un cran, il faut embarquer aussi les pouvoirs publics, les institutions, et finalement vous vous retrouvez avec ce rôle-là aussi aujourd'hui, toute entreprise que vous êtes, et notamment chez vous, Florence, vous vous en doutiez que j'allais venir à vous, avec le groupe Chaloux, vous travaillez à une coalition du retail, à des partenariats avec les malls, avec une idée en tête. Nous, à Paris, on pense beaucoup au JO 2024, vous c'est COP28. Oui, tout à fait. Donc, en fait, depuis l'annonce de la COP28 aux Émirats Arabes Unis, on a vraiment observé une accélération des dialogues entre les secteurs privés, le secteur public et le gouvernement, et aussi une accélération du dialogue intrasecteur. Donc, très récemment, en fait, on a créé une coalition retail avec des détaillants, des distributeurs, mais aussi des centres commerciaux et des personnes de la présidence de la COP28. Donc, on est encore en train de valider les différents points, les différents objectifs, mais on s'oriente vraiment sur 4 points essentiels. Donc le premier, c'est pousser les détaillants, les distributeurs, les retailers, les centres commerciaux à avoir des stratégies de décarbonisation, ou les pousser plus loin dans leur stratégie de décarbonisation. Le deuxième point essentiel, c'est améliorer la collaboration entre les retailers et les centres commerciaux dans justement la gestion des déchets. Donc ça, c'est aussi un de nos challenges, parce que dans certains pays du Golfe, ça fonctionne très bien, comme aux Émirats, en Arabie Saoudite. C'est encore extrêmement challenging dans d'autres pays du Golfe, comme le Qatar, le Bahreïn. Et c'est aussi challenging quand les centres commerciaux se trouvent dans des régions assez recluses, par exemple d'Arabie Saoudite, etc. Donc en fait, on essaie vraiment, encore une fois, de créer un blueprint et d'améliorer et de montrer en fait la nécessité de cette collaboration. Le troisième objectif, ce sera certainement des recommandations en matière de réglementation climatique, donc qui sont importantes pour nous en tant que retailer et que l'on proposera au gouvernement. Et bien sûr, le quatrième objectif, ce sera de créer une plateforme de partage de bonnes pratiques, de savoir, de networking, etc., entre les différents retailers. Et un point important aussi, c'est vrai que si cette plateforme ou cette coalition est née aux Émirats arabes, en fait, elle touche toute la région, puisque beaucoup de retailers ont leurs sièges sociaux en Arabie Saoudite ou au Koweït, par exemple. Donc, en fait, le reach est complètement régional. Cette évangélisation, on l'a vu, c'est un petit peu à tous les niveaux que vous devez la répandre. J'aimerais revenir avec vous une seconde, Pauline, sur la question des clients, justement. On parlait par exemple de saisonnalité avec vous. Vous m'aviez expliqué en préparant cette table ronde, vous m'aviez dit, mais parfois c'est difficile de le faire entendre aux clients parce que nous sommes sur l'univers du luxe. Ils ont été mal habitués parfois. Comment on fait ?
Comment on fait? Je cherche encore la réponse, mais c'est un vrai sujet. On a un positionnement luxe, et notamment dans la gastronomie, où on a finalement appris à nos clients qu'ils pouvaient avoir tout le temps, et que de faire venir des produits de l'autre bout du monde, c'était prestigieux et luxueux. Et en fait, il faut déconstruire tout ça et inventer de nouveaux imaginaires et de nouvelles manières de créer des réceptions de luxe, en indiquant que non, on ne mange pas de fraisier au mois de décembre, et non, la tomate, c'est pas toute l'année. Alors, ça peut paraître un peu caricatural, mais on est vraiment dans réinventer des récits et pas tomber dans des récits trop répressifs non plus. On expliquait qu'il y a aussi de belles histoires à raconter autour de la saison, autour du produit local, autour de la végétalisation, et on se doit, nous, on est plutôt dans la sensibilisation aujourd'hui de nos équipes commerciales sur ces sujets-là, en leur expliquant, en leur donnant des clés pour pouvoir répondre demain aux clients et expliquer aux clients et savoir dire non mais non mais aux clients et leur proposer des réceptions qui sont toujours aussi luxueuses, mais voilà, avec cette approche beaucoup plus respectueuse de la nature et de l'environnement. Cette sensibilisation, cette communication, comment on la travaille, Aude, lorsque on est... vous en avez un petit peu parlé, à l'intérieur de l'entreprise, parce que c'est une transformation globale. Et après, pour communiquer justement auprès de sa clientèle. Oui, c'est très important effectivement que ça parte de l'intérieur de l'entreprise et de toute l'entreprise. C'est vrai que la démarche qu'on a entreprise, elle concerne vraiment tous les départements de la maison. Tout le monde est formé, tout le monde a un objectif RSE dans son plan de performance annuel. Les personnes qui sont dans les boutiques au contact de nos clientes sont formées encore plus, parce que c'est vraiment elles qui ont le contact privilégié au quotidien. Donc déjà, quand l'interne, la maison, est convaincue, embarquée, je pense que ça aide à convaincre l'externe. Et après, je rejoins assez ce que vous disiez, je pense que c'est réinventer un nouvel imaginaire, faire rêver et amener du beau, et on montrait qu'on peut amener du beau porteur de sens et qu'on peut concilier le sens et le beau, faire envie à nos clientes, et elles en ont encore plus envie. Si c'est beau et en plus porteur de sens, ça renforce, ça fait que renforcer. Laetitia, je vous vois opiner du chef. Est-ce qu'il est difficile, justement, une fois qu'on a craqué quelques sujets, qu'on a avancé sur quelques projets, de faire adhérer ? Oui, je dirais que tous les clients du monde ne sont pas tous prêts aujourd'hui. Clairement, les Européens le sont, les Américains un petit peu moins, et puis les Chinois encore un petit peu moins. Donc il y a tout un travail d'éducation, d'évangélisation, comme vous le disiez, à le faire. Il faut effectivement ce principe même que la RSE soit un message positif, un levier de performance. Aujourd'hui, ça doit d'abord être quelque chose que l'on s'approprie dans nos groupes avant de pouvoir finalement le communiquer aux clients. Je pense qu'on en est encore à cette phase-là. Mais il est évident que, in fine, pour l'ensemble de nos groupes, il va falloir que l'on embarque le client dans l'histoire. C'est le sens. C'est pas forcément totalement simple, effectivement. Effectivement. Et ça, parce que vous avez commencé par nous dire ceci, Florence, en vous présentant, vous nous avez dit, mais la RSE, la directrice RSE, elle n'est pas malade, puisque la RSE, c'est tout le monde chez Ruinart. Oui, tout à fait, parce que chacun, dans notre pôle de compétences, on essaye de mettre en œuvre ce qui est le plus pertinent justement pour avancer dans notre expertise sur cet axe vraiment RSE qui est vraiment l'enjeu fondamental, un des enjeux fondamentaux de nos maisons. Donc finalement, c'est un très bon exemple. Vous avez cité l'étui seconde peau, c'est notre équipe marketing qui l'a mise en place. Sur la partie viticulture aussi, c'est nos équipes vignobles qui l'ont mise en place, et sur la partie œnologique également. Donc en fait, sur toute la chaîne de valeur de la maison, à chaque fois, chacun avec son expertise contribue vraiment à la mise en œuvre de cette politique RSE de la maison. Transformation de l'intérieur, sensibilisation du client. J'ai envie de terminer par ce petit tour de table. Justement, qu'est-ce qui voit comme enjeu principal? Alors vous allez me dire, il y en a tellement, je le sens que vous allez me dire ça, mais peut-être un point sur lequel vous êtes en train de déjà travailler ou qui vous tient particulièrement à cœur en matière justement de RSE chez vous, puisque vous avez le micro, Florence, chez Ruinart. Qu'est-ce que demain, quel est l'enjeu? Demain, c'est nos vignes.
c'est nos vignes, c'est la matière première, tout naît de là. Et donc, c'est vraiment sans doute ça qui va faire le lien entre la dimension sociétale, économique, etc. Mais pour ça, il nous faut une matière première et il faut accompagner vraiment cette transformation aujourd'hui à partir du début de l'histoire, donc des vignes. Merci Isabelle. J'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais chez Parfums Christian Dior, on est engagé sur une trajectoire de réduction carbone à moins 46% en absolu sur nos émissions directes et indirectes, je le souligne, puisque les indirects, c'est 95% des émissions à horizon 2030. Donc, on est sur la trajectoire difficile. Donc moi, ce qui m'obsède, c'est dans une maison qui continue à avoir beaucoup de traction et de croissance. Ce qui m'obsède, c'est de découpler croissance du business en valeur, en profitabilité et décarbonation. Donc voilà. Découpler ou coupler ? Découpler. Donc comment on continue à construire de la valeur économique tout en émettant en absolu moins de carbone. Donc c'est le défi hyper difficile sur l'ensemble de notre chaîne de valeur pour nous tous. Merci Adrien. Oui, je pense, on a parlé un petit peu des enjeux de transformation, ça fait partie de mon travail. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, donc peut-être pas demain, mais dès aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est d'être capable de faire le tri. Premièrement, entre les choses qui sont importantes, les choses qui sont moins importantes, et puis après de construire l'adhésion de tout le monde. Je pense, vis-à-vis des clients qui nous connaissent moins, on n'a pas forcément tant de temps pour engager avec eux. C'est une vraie complexité. En interne, je suis pas certain que ce soit difficile. En revanche, ça prend beaucoup de temps d'expliquer. C'est beaucoup de pédagogie. Donc ça, c'est un vrai enjeu qui est important, et puis ça permet aussi d'aider à construire le discours et d'asseoir nos appuis pour derrière aussi le partager plus clairement à tout le monde. Merci. Hortense, après le gin, la cophalite, qu'est-ce qui va sortir chez Boucheron ? Soyez attentifs, lundi prochain, vous allez découvrir une nouvelle innovation de la maison. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, notre défi, c'est aussi d'accepter de se tromper. Parce que on est dans un domaine qui est encore nouveau. Et aussi, on change nos manières de fonctionner, nos manières de créer. Donc c'est vrai qu'on a une stratégie développement durable qui s'appelle Precious for the Future. On a de grands objectifs. Par exemple, 100% de traçabilité de nos matières premières stratégiques, réduire de 40% notre empreinte environnementale en valeur absolue. Je confirme, c'est le grand défi. Et aussi d'engager nos collaborateurs parce que aujourd'hui, ça ne se fera pas sans les collaborateurs de la maison. On a énormément de chance d'être soutenus directement par notre présidente, Hélène Pouilly-Duquesne, et son comité de direction dans cette voie-là, et ce qui est un véritable aussi moteur. Et donc aussi, on accepte d'avoir des loupés, parce que nous sommes dans une industrie de la perfection. Mais justement, avant d'arriver à justement une innovation de pointe ou encore à faire évoluer notre empreinte environnementale, des fois, il faut aussi accepter d'avoir des échecs et de ne plus être parfait, surtout. Et donc, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue et de se dire, aujourd'hui, je n'ai pas atteint l'objectif que l'on s'était fixé à date. Pour autant, on continue de travailler pour atteindre cette ambition. Donc effectivement, c'est, je pense aussi, un sujet beaucoup de remise en question et aussi d'explorer d'autres manières de faire. Et donc aussi, ça nous offre de nouvelles opportunités pour faire autrement. Merci. Aude. Alors, il y a 3 choses qui m'animent et qui sont au cœur, on va dire, de l'ensemble de nos différents projets de transformation. C'est la transparence, la responsabilité et la collaboration. Donc, je pense que la transparence, elle a beaucoup de vertus. Elle a peut-être mis un peu de temps à venir dans le luxe et on a encore du chemin. Mais elle a des vertus pour nos clients, pour notre écosystème de partenaires, pour nos engagements.
La responsabilité, c'est vraiment de dire on se fixe chaque année des objectifs, on les publie systématiquement, on les rend disponibles partout et on s'engage à essayer de les atteindre. Alors parfois, on peut effectivement ne pas les atteindre parce que sinon, ça veut dire que les objectifs ne seraient pas assez ambitieux, mais je pense que voilà, c'est important de les partager et de s'engager sur ce chemin de transformation. Et avec de la collaboration, parce que ce n'est pas chaque maison qui a les solutions, mais c'est vraiment un ensemble et dans un secteur et au-delà des secteurs qu'on trouvera les solutions ensemble et suffisamment rapidement. Merci Pauline. Il y a plein de choses vraies qui sont dites, donc je suis complètement d'accord avec mes collègues. Il y a un vrai sujet de transformation. En fait, ce qu'on dit depuis le début de cette conférence, je pense, c'est qu'on doit réinventer la manière dont on fait nos métiers. Donc le principal enjeu, moi, que je vois à court terme, c'est de continuer à embarquer l'interne, continuer à sensibiliser, continuer à expliquer et essayer de le mobiliser et de trouver du temps dans nos métiers qui sont des métiers qui vont très vite pour déconstruire et reconstruire une manière de faire. Et ça, c'est un peu l'enjeu, moi, que je vois dans les prochaines années. Et le sujet porteur, nous, qu'on va avoir sur cette fin d'année, c'est le fait qu'on ait calculé notre bilan carbone. Alors, c'est la première fois qu'on le fait. Alors, on n'est pas autant en avance que mes anciens, que mes collègues, mais voilà, on débute. Et l'objectif, c'est, comme on l'a dit, de se fixer des indicateurs, se fixer une trajectoire et rentrer dans des démarches de suivi, justement, avec des objectifs qu'on tient et des engagements qu'on tient. Merci Laetitia. Chez nous, je dirais que l'obsession, c'est vraiment le collectif. Cette notion d'embarquement de nos partenaires agriculteurs, viticulteurs, qui est notre obsession de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il faut réapprendre à travailler différemment, je pense, avec nos interlocuteurs, avec nos concurrents, pour que cette transformation elle soit véritablement collective, parce que je pense que si on le fait chacun de notre côté, ça prendra beaucoup de temps, on n'y arrivera probablement pas. Du temps. Et voilà. Merci beaucoup Florence. Alors pour nous, en interne, notre trajectoire carbone, donc on a fait le premier bilan carbone en 2021. Nos objectifs moyen terme ont été validés en fait il y a 3 semaines. Donc maintenant, on a une obligation de réduire notre scope 1 et 2 de 50% d'ici 2032 et notre scope 3 de 30% d'ici 2032. Donc un gros focus sur nos marques, nos fournisseurs, comment on peut collaborer ensemble pour réduire et atteindre nos émissions carbone et atteindre ces objectifs, et en externe, puisqu'on parlait aussi notre écosystème. Exactement, c'est vraiment participer à cette sensibilisation, à cette éducation dans la région, avoir un meilleur poussé pour avoir un meilleur accès aux infrastructures qui sont encore très peu disponibles dans certains pays du Moyen-Orient, et participer à l'évolution des réglementations et des incentives en fait, sur les questions climatiques. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Non, merci infiniment d'avoir partagé, parce que je me permets de le redire, et comme Bénédicte le disait tout à l'heure, ce n'est pas si souvent que nous avons un si beau panel pour partager effectivement vos avancées et partager le fait qu'il faut que vous travailliez les uns et les autres main dans la main pour aller plus vite. Donc je vous remercie infiniment. On peut les applaudir.